Papa ciao ciao, papa takuama, papa bye bye. Allô tout le monde! Super Allô. contente de voir toutes les halos du Bas-Saint-Laurent, de Mont-Tremblant, d'Ottawa, Saint-Fabien, oh my God! En Colombie-Britannique, oh wow, ok, très cool. Super contente de voir, il y a encore des gens qui se joignent à nous. J'ai juste un petit souci technique avant qu'on commence. Daphné, peux-tu vérifier? Je vois 100 participants. Juste être sûr qu'il n'y a pas une waiting room avec d'autres gens qui essaient de rentrer, qu'il n'y a pas comme un glitch de participants. C'est rare que ça reste sur 100. D'habitude, c'est pas un chiffre comme ça. Donc, on va juste gérer ça. Mais bienvenue tout le monde. Super contente d'être ici. J'espère que vous avez aimé la petite musique d'intro, autant que moi. Alors, ce soir, on est à notre 14e table rouge sur le sujet du tantra au féminin. Donc, je suis vraiment très excitée de poser des questions à notre invité ce soir. Je ne sais pas si vous avez de la curiosité, mais en tout cas, moi, ça me pique beaucoup la curiosité. Juste pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas ou que c'est la première fois qu'ils viennent aux tables rouges, premièrement, bienvenue. On a beaucoup de gens qui reviennent aux tables rouges, qui commencent à être des adeptes, des habitués, mais à chaque fois, on est vraiment content de voir des nouveaux visages. Donc, moi, je m'appelle Erika, je suis la cofondatrice de Madame Levary. Et ce soir, on a toute une team avec nous. Vous allez voir, celles qui ont des petits bonhommes qui dansent, c'est la team Levary. Donc, peut-être juste pour faire une petite présentation, je vais dire votre nom, puis vous pouvez faire un petit chose comme ça, les filles de l'équipe. Donc, on a Olivia, qui est l'autre cofondatrice de Madame Levary. Si tu veux faire les petits doigts. Yeah! On a Juline, qui est là aussi, qui nous aide avec le chat et tout ça. On a Daphné au niveau du scribe. Donc, Daphné est celle qui va prendre les notes pour toute la soirée. Donc, on la remercie. Elle fait vraiment un job de scribe. Tous les liens, toutes les références qu'on va donner, ça va se retrouver dans le recap que vous retrouverez par courriel suite à l'événement. Fait que vous pouvez vraiment enjoy l'événement sans être là à essayer de prendre des notes. On prend soin de ça pour vous. Donc, c'est vraiment un bonus. Et on a notre nouvelle recrue. On est super content de l'accueillir, Marie-Aude, si tu veux faire un petit coucou. Donc, Marie-Aude organise les tables rouges, donc toute la préparation en amont et post-événement. Donc, je suis honorée d'être la MC pour ce soir. Et pour celles qui sont habituées aux tables rouges et pour les nouvelles, je voulais quand même vous rappeler l'intention des tables rouges. Moi, c'est une pratique dans ma vie que de plus en plus je fais. C'est comme, OK, c'est quoi l'intention? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce que je fais? J'aime ça me poser la question à répétition. Donc, je me suis reposé la question sur pourquoi on fait ça, une table rouge tantra au féminin. Et en fait, on se réunit, on organise des tables rouges pour vraiment enrichir collectivement nos connaissances, puis élargir notre perspective pour mieux comprendre, premièrement, notre corps, donc notre première maison, et notre monde, la planète, pour pouvoir mieux en prendre soin, autant de notre corps que la planète. Et on s'amuse, nous, beaucoup, parce qu'on apprend avec vous. On invite des invités qui ont des backgrounds différents, qui ont des façons de penser différentes. Donc, finalement, on ne vous présente pas une vérité. On n'est pas en train de vous vendre quelque chose. On est juste en train de, ensemble, collectivement, apprendre sur un sujet. Et on prend ce qui est bon pour nous et on peut laisser aller ce qui ne nous parle pas. Puis c'est bien parfait comme ça. Fait que profitez-en. En gros, c'est une opportunité quand même unique de pouvoir aussi poser vos questions dans un safe space avec des gens, des spécialistes, des gens qui sont vraiment dans leur domaine. Et aussi, on vous encourage à partager, en fait, le savoir que vous allez avoir, ce qui va avoir résonné pour vous, finalement, de le partager autour de vous, que ce soit à vos colocs, à vos amis, à votre famille. Pour nous, ça fait partie de notre mission de semer des graines puis pouvoir que ça se spread, puis que ça le fasse à travers d'humain à humain. Donc, voilà. Et j'ajouterais aussi un petit élément que c'est important pour nous de préciser, en fait, que les tables rouges, c'est vraiment des événements inclusifs. On les veut inclusifs, on veut en fait donner la bienvenue à tout le bel arc-en-ciel d'humains qu'on est puis qu'on crée ensemble à chaque fois qu'on se réunit. Donc, bienvenue à tous. Et donc, dans quelques secondes, vous allez voir popper dans votre écran des questions.
dans votre écran pour prendre le pouls, dans le fond, de la communauté, puis avoir un portrait global du nous qu'on crée là, ce soir. Donc, comme on est beaucoup, ça va nous permettre d'avoir un petit portrait. Donc, on peut mettre les questions magiquement. Yes! Et prenez juste un petit moment pour y répondre, c'est très simple. Et on va pouvoir partager les résultats de ça et dire « Ah, voici qui nous sommes ce soir ». Et pour le déroulement de la soirée, pendant que vous répondez aux questions, donc on a la première étape, ça va être, on va présenter l'intervenante et on a des questions qu'on a déjà préparées pour l'intervenante, donc nous, on va poser. Ensuite, on va avoir une petite pause artistique qui change à chaque fois pour les tables rouges et cette fois-ci, je vous réserve la surprise pour plus tard. Mais on se réserve un 5 minutes de pause artistique. Et ensuite, ça va être les questions du public. Donc, au courant de la soirée, si vous avez des questions qui vous montent, vous pouvez les écrire dans le chat ou simplement les garder en tête. Et au moment des questions, vous pouvez lever la main et poser la question en live. Puis pour 2 questions en live, on prend une question écrite. Donc, si vous voulez vraiment poser votre question, vous pouvez juste comme ouvrir votre micro puis poser la question. Et à la fin de l'événement, on fait un breakout rooms très court de 7 minutes pour partager dans un petit groupe. Je vous explique un peu plus tard. Et on finit avec le tirage, cette belle soirée. Yeah? OK, j'ai une affaire, j'ai oublié de vous dire. Ça veut dire comme, yeah, ça résonne. Hey, genre, ce que tu dis là, je catch, tu sais, ça résonne. En gros, il y a ça. Si vous dites, hey, j'aime ça, vous pouvez faire ça, on dirait que ça crée une interaction, puis on a l'impression plus d'être ensemble dans l'expérience. Fait que c'est le fun de voir ça. Fait qu'on a ces 2 options-là. Puis on va sûrement en créer d'autres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Dernier détail technique avant qu'on rentre dans le vif du sujet. On est en live sur Facebook et il y a un enregistrement qui se fait. Toutefois, on ne voit pas vos visages et on va couper juste avant la période des questions parce que c'est important pour nous de garder le safe space pour que tout le monde se sente safe de poser des questions. Donc, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas vous retrouver sur un live Facebook ou sur un enregistrement. Et on vous encourage aussi pendant à commenter sur le chat, même si vous avez des trucs, des liens à partager, quoi que ce soit que vous voulez partager avec la communauté, c'est vraiment notre endroit, fait que soyez pas gênés. C'est vraiment libre à tous de partager des trucs, astuces, liens en lien avec la thématique. Et voilà, je pense que c'est tout. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Olivia, pour la technique ou juste... Est-ce que tu veux rajouter un petit truc avant qu'on rentre dans la thématique? Non, je pense que tu as été quand même assez clair. On a juste un petit problème technique avec, on a un petit zoom qui est restreint, mais je pense qu'on est en train d'essayer de régler ça, puis on est en train d'envoyer des people sur le Facebook Live. Mais merci à toutes d'être là. J'ai vraiment hâte que ça commence. Oui, c'est tout. Tu as super bien fait ça. Merci. Yes. Super. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre invitée spéciale de la soirée. Donc, son nom est Marika. Et Marika, sans faire tout son pedigree, vous avez probablement déjà de toute façon lu la description de son background. Ce que j'ai envie de dire en introduction, très simplement, c'est que Marika, c'est une de ces femmes qui, pour moi, m'inspire dans sa façon tellement authentique et down to earth de parler de choses qui sont complètement, des fois, abstraites, spirituelles ou dans l'invisible. Elle a vraiment une façon de comme l'expliquer qui est concrète, qui fait du bien. Puis il n'y a pas d'ego, tu sais, c'est comme, c'est clear, c'est clean, puis c'est ça, c'est le genre de personne que je ne sens pas du tout que son ego est dans le chemin. Puis ça me touche, surtout dans ce qu'elle fait, je trouve ça magistral comme travail puis comme enseignement, donc elle m'inspire aussi sur sa façon d'incarner son corps, de danser, de bouger. Puis bon, elle se dédie aussi à la massothérapie et fait des workshops de tantra depuis des années avec son partenaire. Donc, Marika, bienvenue dans notre communauté Lovary. Merci, Erika. Super belle présentation. Je suis touchée d'être là. Merci de l'invitation. Yes. Fait avant que je te pose la première question, j'aimerais juste qu'on montre pour que Marika aussi puisse voir en fait les résultats du poll, donc des questions qu'on a eues.
Donc, vous allez voir apparaître dans votre écran. Et moi, je ne les vois pas parce que je suis host, mais Olivia, de quoi a l'air notre communauté ce soir? Notre communauté a l'air super fraîche. Ouais. Il y a une grande partie des personnes qui sont présentes ici ce soir, c'est leur première table rouge. Donc, vraiment, bienvenue, bienvenue. Puis sinon, ben, une autre partie, c'est des raving fans, puis des gens qu'on aime puis qu'on voit régulièrement. Donc, voilà la météo gang. Puis les autres, puis au niveau du tantra, est-ce qu'on a une idée à quel niveau de connaissances les gens sont au niveau du tantra ici ce soir? Ben, j'ai juste vu le premier pop-up apparaître. Est-ce que quelqu'un d'autre a la réponse? Dans l'équipe, Marie, t'arrives-tu à le voir? Non. Bon, ben on va... Oui, on voit qu'il y a à peu près le même nombre de personnes qui sont là pour la première fois que celles qui ont une vague idée de ce que c'est. OK. Merci, Marie-Pierre. Merci. Génial. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la base. Moi, ma première question que j'aurais pour toi, Marika, en fait, c'est juste pour qu'on comprenne un peu mieux même le vocabulaire, puis amener de la clarté sur les mots qu'on utilise. Première question, qu'est-ce que le tantra? Oui, bonne question. Il faut toujours commencer par l'étymologie puis les mots. C'est toujours important de savoir de quoi on parle. Même si on parle français, tout le monde, on peut se confondre sur les termes. Mais le tantra, j'allais dire le vrai tantra. Le tantra classique, ça n'a pas grand-chose à voir avec la sexualité. C'est vraiment un chemin d'éveil. Donc, ça vient de l'hindouisme puis du bouddhisme. Donc, un moine dans sa cellule peut faire des méditations tantriques. Donc, c'est vraiment un chemin d'éveil puis d'expansion de la conscience. Ce qu'on fait, nous, c'est du néo-tantra. Le mot tantra, c'est controversé, mais il paraît que ça veut dire union ou tissage des énergies. Le but du tantra, c'est un peu le même que le yoga, qui veut dire union aussi. C'est d'unir à l'intérieur de soi les différents aspects de nous, corps, âme, esprit, cœur, puis d'unir ça avec le grand tout après. Donc, ça ressemble au yoga de l'intimité, dans le fond. Puis pour moi, c'est un chemin infini parce que on n'est jamais arrivé. Moi, je ne serai jamais arrêtée. Je vais toujours être en train de marcher sur ce chemin-là. Puis je pense que le plus important, c'est de se recentrer toujours dans le cœur puis d'essayer de faire en sorte que les relations intimes deviennent, qu'on sorte de la lutte de pouvoir puis qu'on entre dans la danse de l'énergie, dans la communion, dans le partage. Puis c'est ce qui amène la guérison, l'extase. Tu as dit le mot extase, puis justement, c'était ma prochaine question. Fait que je jump in direct. Qu'est-ce que ça veut dire l'extase? Parce que ça peut être différent là, chacun dans nos têtes. Toi, qu'est-ce que ça veut dire? Extasis, ça veut dire littéralement sortir de soi. Ça veut dire expandre. Ça veut dire quand je suis plus limitée à mon corps. Donc, c'est des moments où ma conscience s'élargit. On peut le vivre avec des plantes médecines, on peut le vivre en dansant, on peut le vivre en regardant la nature, mais on peut le vivre en faisant l'amour aussi, en étant dans la communion. Des moments où vraiment qui je suis devient tellement grand, tellement poreux, que ça n'a plus d'importance, le genre, l'âge, la personnalité. Je vais fusionner avec mon ou ma partenaire, puis on va fusionner ensemble avec la vie. Donc, je ne mettrai pas le mot Dieu là, mais pour moi, c'est la vie. Donc, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. On ne peut pas garantir qu'on va aller en extase, mais on peut se rendre disponible et créer les conditions gagnantes. Nice. Ça fait beaucoup de sens. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi une intimité sacrée? L'intimité, si on regarde la définition, encore une fois, ça veut dire intériorité profonde. C'est ce qui est à l'intérieur et profond en nous. Donc, c'est partager ce qui est le plus profond en moi avec l'autre. Donc, c'est comme si nos deux noyaux allaient se rencontrer. Donc, ça inclut tout. Ça inclut ma psyché, ça inclut mes émotions, mes sensations physiques, mon côté spirituel. Donc, l'intimité devient sacrée quand elle est vécue dans la conscience que, de un, c'est vraiment précieux. C'est pour ça que c'est sacré aussi. C'est quelque chose de précieux, à faire attention, à chérir. Puis c'est sacré parce que c'est vivant. Pour moi, ce qui est sacré, c'est la vie.
Donc, une sexualité ou une intimité qui est vivante devient sacrée. Donc, elle évolue, elle n'est pas stagnante. Puis, elle est transcendante aussi, éventuellement. Elle amène plus d'amour pour les deux partenaires, les deux personnes. Wow. Là, je sors un peu du script des questions, mais je me rends compte, en fait, est-ce que pour toi, il y a eu un avant-après, dans le sens où, là, tu sais, comme ce que tu décris, tout ça, c'est ton chemin, puis c'est une pratique de vie. Je serais curieuse de savoir, est-ce qu'il y a eu un avant que tu t'es dit, OK, Oui. ça marche pas pour moi, ça, puis comment ça a été ton switch, ou, tu sais, juste peut-être une petite tranche de vie, ça me... Oui, tranche de vie. En fait, il était une fois une adolescente qui avait très hâte de faire l'amour et qui était très déçue la première fois que ça s'est passé parce que finalement, j'ai pas vraiment fait l'amour, j'ai plus baisé qu'autre chose. Les conditions n'étaient pas gagnantes, n'étaient pas favorables. J'étais tellement déçue la première fois que je me suis dit, ça se peut pas que ça soit juste ça. Okay? Mon cheminement a commencé à 16 ans, en fait. Parce que j'ai pas voulu accepter le truc, j'appelle ça le lapin du Racel, là, le truc de base de la sexualité très génitale. Puis par la suite, j'ai commencé à lire déjà des livres sur la sexualité là, dans mon adolescence, ma jeune vingtaine. Puis je me suis enlignée vers ça. Je pointais dans cette direction-là. Je n'avais pas toujours les partenaires de vie qui étaient 100% ouverts à ça, mais moi, j'essayais toujours d'amener ça puis de moi-même m'ouvrir à cette dimension-là. Donc, ça fait longtemps que ça m'intéresse, mais depuis que je suis avec Ravi, mon partenaire actuel, c'est là que ça s'est le plus déployé et ça a le plus fleuri. Mais ça a été très progressif, en fait. J'ai été chercher justement des outils pour concrétiser ça. Ah, super. Merci. J'aime ça que c'est fou parce qu'avec les tables rouges, même nos invités, on est tellement dans un safe space, puis qu'on puisse se poser toutes ces questions-là, puis y répondre d'une façon tellement comme 100 personnes, comme si de rien n'était. Je trouve ça génial. Oui. Ben, si je continue, dans le fond, dans cette lignée-là, qu'est-ce que ça peut changer, mettons, là, pour chacun d'entre nous qui est ici ce soir, qu'est-ce que ça peut changer dans une vie d'aller dans cette direction-là? Tu sais, pas nécessairement de dire, OK, là, je veux comme la sexualité tantrique comme ça, mais d'aller dans la direction d'une intimité sacrée. Qu'est-ce que tu dirais que ça peut nous apporter concrètement? Beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'énergie, de la libération. C'est vraiment une expansion, donc ça fait, ça ouvre. Donc, beaucoup de joie, beaucoup des nouvelles choses qu'on va chercher intérieurement, des découvertes. Et c'est du travail, par exemple, mais on va y revenir. Mais vraiment, c'est la joie qui me vient en premier. La joie, la vitalité, puis la profondeur des relations qui vont être vécues à travers ce prisme-là. C'est irremplaçable après. Ça goûte tellement bon qu'il n'y a pas vraiment de retour en arrière. Quand on a goûté à ça, à ces moments d'éternité-là, je vais parler pour moi. Je ne reviendrai pas à l'ancienne façon de faire l'amour, là, qui est un peu déconnectée. Quand tu dis ça, moi, ce que ça me fait un peu peur. Je me dis, OK, tu sais, si tu peux pas revenir en arrière, ça veut dire que tu coupes déjà, genre, une grosse partie de la population. Puis là, après, ça devient difficile de trouver comme un partenaire qui partage ça. C'est peut-être une peur juste... Ben oui et non. On n'a pas à jeter aux poubelles ce qu'on a déjà acquis. Tu sais, si on a acquis une certaine confiance en soi sexuelle ou on a expérimenté des choses, c'est valable. Là. Je dis pas qu'il faut tout jeter aux poubelles. C'est vraiment pas ça que je dis. Mais il y a certaines choses qu'il faut déconstruire, dont les mythes sexuels, on va en parler tantôt, les scripts sexuels dans lesquels on est pogné comme des toiles d'araignée. Mais il y a des choses qu'on peut garder. Je veux dire, se connaître soi-même physiquement, c'est toujours valable, par exemple. Puis je pense que ça revient beaucoup, it boils down to la qualité de présence. Fait que ça, je pense qu'on peut toujours trouver une personne qui va vouloir être dans la présence avec nous. C'est la base. Nice. Parfait. Puis, si tu avais à décrire la différence, ce serait quoi la différence entre sensualité, érotisme, puis sexualité? C'est une façon de le dire, là, parce que je pourrais vous en reparler dans une semaine, puis ça serait un peu différent. Pour moi, la sensualité, c'est d'être dans mes 5 sens. Donc, c'est très global. Je peux passer une journée dehors à sensualiser avec la nature, puis ça n'a rien de nécessairement sexuel ou il n'y aura pas d'éveil dans mon corps qui me donne envie de faire l'amour ou quoi que ce soit. C'est d'habiter pleinement mon corps, de vraiment habiter ma peau au complet, puis de mes 5 sens, la sensualité. Puis de dire oui à ça, de dire oui au plaisir aussi, sous toutes ses formes. L'érotisme, la sexualité, ça fait partie de qui je suis comme humain, hein, ça fait partie un peu de mon identité. Puis
c'est cette force de vie-là qui m'habite, qui veut s'exprimer des fois. Puis l'érotisme, c'est l'art de jouer avec le feu. Pour moi, c'est jouer avec le volume puis l'intensité du feu qui est en moi. Donc, c'est quand je suis avec mon partenaire amoureux dans une rencontre, c'est de jouer à s'agacer ou se stimuler ou se séduire, puis monter le volume tranquillement de cet appel-là, de se rapprocher graduellement. Il y a comme une progression, il y a comme un rythme qui fait que c'est de plus en plus chaud. Donc, pour moi, l'érotisme, c'est beaucoup relié au feu, puis à la chaleur, puis à l'excitation, mais aussi au désir d'union. Ça va ensemble. Pour moi. Puis à travers ça, il peut y avoir de la génitalité ou pas. L'érotisme, c'est très large. Puis la sexualité, donc, ça serait... La sexualité, comme je disais tantôt, ça fait partie de qui on est comme humain. Hein? C'est comme ça qu'on se reproduit, c'est comme ça qu'on vient au monde, c'est comme ça que la vie se transmet. Donc, on est des êtres sexués. Même quand on marche dans la rue, on est quand même sexué, même si on n'est pas en train de faire l'amour. Fait que la sexualité génitale, on va dire, ce serait quand les organes génitaux sont impliqués, ce qui arrive des fois, mais pas tout le temps quand on fait l'amour de façon tantrique. C'est une des options, la génitalité. Cool. Nice. Oh my God, il y a tellement d'informations. C'est vraiment cool. J'aime ça, ta façon de mettre les choses. C'est tellement comme... En tout cas, il y a beaucoup de subtilité, puis en même temps, c'est très juste jusqu'aux mots que tu utilises. Fait que, en tout cas, j'apprécie tout ça. Si on rentre un peu plus, j'ai envie de parler des mythes sexuels avant de parler des obstacles au plaisir, parce que je pense qu'ils vont ensemble. Peut-être qu'on peut parler des... Ça serait quoi les mythes sexuels qu'on pourrait identifier, puis de qu'est-ce qui est normal ou comment fonctionne la réponse sexuelle, puis comment on fait pour sortir, en fait, des mythes sexuels? OK. Premièrement, pour sortir d'une prison, il faut savoir comment elle est faite. Il faut savoir qu'on est dans une prison. Ce que j'appelle les mythes sexuels, c'est tous les clichés, les dictats sociaux, les rôles rigides attribués aux deux genres, les il faut, les je dois, les standards irréalistes, aussi les doubles standards. Il y a des choses qu'on permet aux hommes qu'on ne permet pas aux femmes, en tout cas, qui sont jugées différemment d'un bord ou de l'autre. Tous les messages et les images qu'on a entendus au long de notre vie par rapport au corps et à la sexualité sont un peu engrammés en nous. Puis des fois, on n'en est pas conscient que ça nous influence. Donc, c'est ça. Je vais donner des exemples. Ça va peut-être être plus clair pour vous, OK? Exemple, les hommes ont plus de libido que les femmes. Les femmes ont absolument besoin de romantisme, mais ils n'aiment pas nécessairement le sexe pour le sexe. C'est grossier, là, mais c'est encore un peu collé dans notre fond judéo-chrétien, ce genre de choses-là. Par exemple, il y a juste les gens qui ont un corps parfait qui vont avoir une sexualité épanouie, les gens jeunes et beaux. Ça n'a aucun rapport. L'orgasme, c'est le critère numéro 1 pour la satisfaction sexuelle. C'est pas vrai. Le summum du summum, c'est d'avoir un orgasme simultané. C'est pas vrai non plus. Il faut absolument toujours avoir le même degré de désir un et l'autre ou être au même degré d'excitation qu'on fait l'amour ensemble. Hey, c'est quand même contraignant tout ça. Là. Puis à quelque part, je pourrais en nommer plein. Puis je vais vous inviter, vous, après le live, à réfléchir chacune sur comment vous avez été un peu pollué mentalement ou émotionnellement par rapport à la sexualité. Parce que même si vous pensez que vous n'avez rien pris de votre famille ou de votre entourage, vous n'avez quand même capté un peu de ces clichés-là. C'est un peu, il faut faire le ménage, il faut aérer un peu notre maison mentale, là, puis essayer de faire table rase un peu de tout ça. Ouais. Puis une fois qu'on comprend la prison, puis qu'on a identifié, mettons, un mythe sexuel, là, exemple, ce que tu dis, genre que l'ultimatum, c'est l'orgasme ensemble, tu sais. Ouais. Whatever. Donc, ces mythes-là, je comprends qu'ils sont contraignants si on vit que pour, si on essaye juste d'atteindre ça, parce que dans le fond, on se coupe de la majorité de toute la panoplie de couleurs. Fait que ça serait quoi? Comment on en sort une fois qu'on les a identifiés? As-tu des... Je dirais, ce qui me vient en premier, c'est de se demander, mais moi, c'est quoi qui est important pour moi? Moi, c'est quoi mes valeurs? C'est quoi mon tempérament? C'est quoi ma personnalité puis ma couleur? Moi, dans la vie, Marika, j'ai besoin de beaucoup de liberté. J'ai besoin de liberté sexuelle. J'ai besoin d'être moi-même quand je suis dans l'intimité de quelqu'un. J'ai pas besoin qu'on mette plein d'interdits et de tabous. T'sais. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai besoin qu'il y ait du respect et d'égalité. Fait que moi, c'est pas négociable, ça. Si je vais vivre de l'intimité avec une personne, j'ai besoin de sentir du respect et de l'égalité. Fait que
toutes les valeurs que j'ai dans la vie en général devraient être présentes dans ma sexualité. Puis c'est tricky des fois. C'est de se demander, moi, qu'est-ce que je choisis, puis moi, qu'est-ce que je veux cultiver comme dans mon jardin? Quelles fleurs je veux faire pousser? Où c'est que je mets de l'engrais, puis où c'est que j'arrache les mauvaises herbes? Fait qu'il faut s'observer. Des fois, il faut se prendre en flagrant délit d'être en train peut-être de faire des acting out qui ne nous ressemblent pas vraiment pour faire plaisir, pour être aimé, pour acheter la paix, pour... Fait que moi, je crois que la vraie révolution sexuelle n'est pas encore arrivée. C'est fantastique qu'on ait eu la pilule, puis le droit d'avortement, puis tout ça. Et je pense qu'il reste du chemin à faire pour que chaque être humain se sente libre au lit, dans son intimité, de s'exprimer puis de dire vraiment leur juste sur ce qu'il ou elle ressent. Parce que sinon, on n'en sortira jamais. Là. Il y a encore plein de gens qui sont étouffés par plein de mythes sexuels, puis la porno, ça aide pas, c'est sûr, là, à ce niveau-là. Ouais. Je voulais juste faire une petite intervention qui a absolument rien à voir avec le thème, mais on a comme eu un petit problème avec le Facebook Live et que normalement, on a toujours le speaker view qui est pendant le Facebook Live, mais là, aujourd'hui, pour une raison ou une autre, c'est le contraire. C'est plutôt notre communauté qui est en Facebook Live en tout petit. Donc, on voulait juste s'assurer que s'il y a des personnes qui ne voulaient pas être vues, vous pouvez comme arrêter vos caméras. On est vraiment désolé pour ce problème. C'est le monde à l'envers un peu ce soir. Donc, voilà. Merci en tout cas de prendre soin de vous. Puis, désolé pour cette petite interruption. Back to you, ladies. Oui, parce que c'est sûr que c'est un sujet tellement... en tout cas, il y a tellement de choses, tellement de couches. Je t'entends parler, Marika, puis ça me fait... Tu sais, notre thématique, c'est tantra au féminin. Puis je me demande, tu sais, on parle de double standard, puis qu'en fait, finalement, tu sais, c'est pas vrai que, tu sais, les hommes, ils veulent plus juste de la sexualité, puis que les femmes ont besoin de plus de foreplay. Comment tu... En fait, ma question, c'est le tantra, on vient de le décrire, puis on voit un peu mieux ce que c'est. Si tu avais à pointer plus le tantra au féminin, ça ressemble à quoi plus d'une perspective féminine? En fait, moi, mon parcours de vie est hétérosexuel. Fait que quand je parle, je fais attention à mon vocabulaire pour qu'il soit inclusif. Je dis le ou la partenaire. Pour moi, c'est évident qu'on peut vivre du tantra entre personnes du même sexe. C'est évident, mais c'est pas ma réalité. Moi, j'ai été en couple avec des hommes. Puis dans ça, il y a des dynamiques de pouvoir qui datent de millénaires qu'il faut faire attention de ne pas réembarquer dedans. Donc, en tantra, on fait exprès de donner plus de pouvoir à la femme pour rééquilibrer les affaires. Donc, on aime et on espère et on apprécie que la femme soit un peu plus initiatrice, qu'elle amène l'homme dans son jardin quand elle est en couple hétérosexuel, parce que l'homme, avec ses hormones très puissantes de testostérone, il pourrait se satisfaire de manger tout le temps du fast-food sexuellement pendant longtemps. Mais la femme, elle a comme une intuition, je pense, innée, peut-être à cause de ses cycles, peut-être à cause qui apporte la vie, tout ça. Elle a une intuition qu'il y a une porte, il y a un temple à travers la sexualité, puis elle veut y aller. Fait elle a tendance à dire « Ah, j'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux. Ah, est-ce qu'on pourrait ralentir? » Des fois, elle ne sait même pas que c'est ça qu'elle cherche, mais elle sait qu'elle a une envie, un goût de quelque chose de différent. En tantra, on insiste beaucoup sur l'homme doit être humble et accepter d'être guidé. Accepter de se faire dire, regarde, mon corps, il fonctionne comme ça. Je vais t'expliquer c'est quoi une vulve, en fait. Si quelqu'un n'a pas de vulve, puis même toutes les personnes qui ont des vulves sont toutes différentes de toute façon. Mais on sait qu'il y a un gap orgasmique beaucoup plus grand entre des partenaires hétérosexuels qu'entre des partenaires homosexuels. Une femme qui se masturbe elle-même toute seule, elle a genre 99% de chance d'avoir un orgasme. Si elle fait l'amour avec une femme, elle a 85% de chance. Si elle fait l'amour avec un homme, elle a 75%. Donc, ses chances d'aller vers l'orgasme diminuent. Puis je pense pas que c'est par mauvaise volonté, c'est par ignorance et c'est aussi par manque de parole à propos de la sexualité. Il faut libérer la parole, notamment la parole des femmes. Ah! C'est un beau segue pour ma prochaine question que j'avais pour toi. Comment mieux communiquer au lit, dans la sexualité? Ah là là! Vraiment en se responsabilisant, c'est-à-dire en essayant d'être le plus adulte possible. Si j'ai mal, si je suis blessée, c'est en moi que ça se passe. Il faut essayer de trouver les bons mots pour dire quand il se passe ça, je vis ça en relation avec toi. C'est pas je t'accuse pas que tu es ceci, tu. Il faut faire attention parce que dans la sphère intime, les gens sont particulièrement vulnérables. C'est dur de prendre des commentaires
critiques ou des demandes. Des fois, l'ego fait « ouch » pour tous les genres là, confondus. Donc, d'enrober ça de bienveillance, de se demander comment j'aimerais qu'on me le dise. Au lieu de dire « ouch, attention, tu me fais mal », de faire « tu sais, j'aime ça quand tu me caresses et j'ai besoin que ça soit plus délicat, plus lent parce que mon corps, il a besoin de ça. » Par exemple. Ouais. C'est sûr que quand il y a une urgence, il ne faut pas faire semblant que ça fait pas mal si ça fait mal. Par exemple, la sexualité ne devrait pas être douloureuse. Ça, c'est une chose importante à savoir, là, vraiment. Il ne faut pas endurer ça. Mais dans la façon de le dire, c'est de parler au jeu. C'est de prendre peut-être le moment propice pour le dire, puis d'enrober ça de positif. Genre, j'aime ça faire l'amour avec toi, donc j'aimerais te partager un inconfort que je vis dans nos relations intimes, qui est tatati tatata. De rajouter une couche de positif après. Genre, merci de m'écouter, puis j'aimerais ça, toi, que tu me dises si tu as des choses à me dire, etc. Tu sais, d'ouvrir avec bienveillance. Si vous avez des trucs de CNV, utilisez-les. Tout ce qui est bienveillant, tout ce qui est prend soin de la relation. Parce que si on n'en parle pas, on s'en va dans un mur, mais il faut en parler avec beaucoup de délicatesse. C'est des sujets sensibles et on peut faire des demandes sans que ça ait l'air des exigences. Genre, je souhaiterais expérimenter telle affaire ou j'aimerais parler au conditionnel, par exemple. J'ai pas toutes les clés à ce niveau-là. S'il y en a qui ont des bonnes références pour la communication dans l'intimité, je suis encore à la recherche d'outils concrets, plus précis que ça. Mais peut-être pas d'en parler à chaud si je suis trop déclenchée et trop réactive émotionnellement, d'attendre de me calmer avant d'en parler. Puis peut-être aussi d'avoir un talk qui n'est pas justement dans l'acte sexuel, mais de parler si on est dans un couple ou dans une relation d'amant, d'avoir une conversation juste même autour d'un souper. Toi, qu'est-ce que tu aimes au lit? C'est quoi qui te fait... Je sais pas, d'avoir justement une conversation sur la sexualité sans être dans l'acte permet justement de peut-être être plus, je sais pas, avoir plus de mots. Je sais pas si dans l'acte, des fois, on pense pas trop, notre cerveau est comme pas autant réceptif, là, ou en tout cas pas autant pris, c'est plus le corps, fait que... Ouais. On n'a pas tant de mots que ça. On a un vocabulaire assez pauvre en ce qui entoure la sexualité. Il faut comme des fois créer des nouveaux mots, ou en tout cas, il faut se dézipper la bouche. Il faut oser parce que il y a plein de couples qui se délitent, qui s'éloignent. J'entends beaucoup de confidences avec le travail que je fais, puis c'est vraiment triste. Des gens qui s'aiment encore beaucoup, mais qui ont renoncé, en fait, à la sexualité par manque de moyens. Mais le tantra amène un coffre à outils pour s'aider. Ça serait quoi qu'il y aurait dans le coffre à outils du tantra? Si on parle on zigzague dans nos affaires. Donc, les bases de la pratique. Je m'étais fait un petit papier, les amis, pour rien oublier. La base, c'est vraiment la qualité de présence, comme je disais tantôt, puis de s'intéresser à ce sujet-là, de s'informer. Parce que c'est pas parce qu'on est né avec un sexe qu'on sait comment tout ça fonctionne en détail. Donc, c'est d'aller chercher des ressources. Il y a plein de blogs, il y a plein de livres qui existent. Puis de se connaître soi-même, ses désirs, ses besoins, ses limites, ses blessures, donner des permissions, explorer, puis affronter le dragon. Ça veut dire les regarder en face, mes peurs puis mes anxiétés par rapport à la sexualité. Tout le monde en a, des tabous, des choses qui ça fait... Tout le monde en a, mais c'est pas en les regardant pas que ça va se guérir par magie. Donc, des fois, on peut avoir besoin de thérapie aussi. Si on est célibataire, on peut déjà commencer par se faire l'amour à soi-même d'une façon beaucoup plus consciente. Au lieu de se masturber vite fait tout le temps, d'amener de la lenteur, d'amener de la présence dans notre auto-érotisme pour vraiment s'aimer à travers cet acte-là. Si on est en couple, justement, faire une alliance ensemble, s'engager à nourrir le jardin ensemble, tous les deux. Puis oser prendre la parole sur les sujets délicats, puis miser toujours sur la connexion avant tout, parce que l'ancienne sexualité, plus mécanique, est basée sur la performance. Ça amène beaucoup d'anxiété, ça. Mais la nouvelle sexualité qu'on essaie de créer dans le tantra, c'est vraiment la qualité de connexion et la vulnérabilité qui compte avant tout. La compassion et la compréhension de l'autre. Comme outil concret, vraiment concret, on a la respiration. Apprendre à mieux respirer, parce que c'est sexuel en soi, la respiration. Parce que quand je respire profondément, ça vient masser mes organes dans mon bassin puis mon plancher pelvien. Oser faire des sons quand je suis dans l'acte, quand dans l'intimité, parce que ça va amplifier les sensations puis ça va faire couler l'énergie plus. L'énergie, c'est comme de l'eau. Si je fais des sons, elle va se diffuser mieux. Le mouvement. Oser plus bouger plus mon bassin, mes hanches,
changer plus souvent de position. Pourquoi? Pas pour faire le Kama Sutra puis le pretzel, pour découvrir mon corps dans différentes postures, il ne se sent pas de la même façon puis il ne génère pas le même genre de plaisir ou de conscience de soi. N'importe quelle pratique qu'on a au quotidien de pleine conscience ou de méditation va nous aider dans la sexualité sacrée. Si vous faites du yoga déjà ou de la méditation pleine conscience, c'est super. Ouvrir le corps par la danse, par le massage. On peut se masser si on est en couple ou on a un ami amant ou une amie amante. Puis, on peut commencer à créer des rituels d'adoration. Fait que ça, c'est de prendre le temps de se regarder dans les yeux, par exemple, puis de faire ce qu'on appelle la transfiguration. C'est de vraiment voir la beauté de l'autre, de vraiment voir le divin dans l'autre, puis le mystère. Parce que l'amour a besoin de sécurité, puis le désir a besoin de mystère. Fait que quand on est 5, 10 ans, 20 ans avec la même personne, on est un peu pogné dans ce paradoxe-là. Mais le fait de regarder profondément dans les yeux, par exemple, il y a bien des gens qui ne sont pas à l'aise, mais on peut reconnecter avec le mystère. J'en ai d'autres. Est-ce que tu veux que je continue? Oui, continue. On prend des notes. Prendre des notes, oui, c'est ça. Donc, prendre le temps de ralentir. Donc, quoi que ce soit qui est en train de se passer, je peux me dire de temps en temps, OK, 50% plus lent. Pourquoi? Parce que ça aiguise le focus, ça rend sharp, ça rend fou, concentré. Que ce soit une caresse, un mouvement ou tout ça, de ralentir. Parce que ça amène à recréer l'expérience optimale. Tu sais, le flow, là, en anglais, l'expérience de flow, c'est quand on est complètement concentré dans quelque chose qui demande assez de notre attention pour nous garder vigilants. On peut faire le yabyum, ça veut dire qu'on s'assoit un sur l'autre en tailleur, assis, comme on dit en indien, un par-dessus l'autre. Puis là, on peut se regarder dans les yeux et échanger notre souffle. Fait qu'on met notre bouche très proche. Puis quand j'expire, l'autre inspire, il boit mon souffle, il ou elle. Puis ça, c'est très enivrant. Si vous ne l'avez jamais essayé, essayez ça. Moi, c'est un de mes préférés dans le genre érotique et spirituel en même temps. Il y a aussi travailler son muscle plus beau qu'oxygène. Travailler nos muscles du périnée, du vagin pour celles qui ont des vagins, le muscle qui est entre l'anus et les testicules pour les hommes, pour vivifier cette région-là puis la rendre plus qu'elle réagisse mieux. Puis aussi de cultiver la flûte intérieure. Ça veut dire de vraiment conscientiser qu'en avant de ma colonne, il y a comme un canal énergétique, puis que je peux la visualiser, cette flûte intérieure-là, qu'il y a vraiment une communication entre ma base, entre mon cœur, entre mon troisième œil, puis même ma couronne. Au début, on ne se sent pas nécessairement, mais on peut l'imaginer. C'est très bien décrit dans les livres de Margot Anand, comment faire ça. Je pourrais vous Juste, Marika, tu parlais de tonifier. Oui. On a vu à la table rouge dernière, on parlait de l'œuf de jade, donc oui. qui est un des outils pour tonifier. Là, je parle pour la femme. Oui. Pour le vagin, pour l'homme, ça serait quoi une façon de muscler cet endroit-là entre l'anus et le pénis? Tu sais, comment tu... C'est simplement de le localiser. Ça peut être en faisant pipi, on le fait. On peut l'essayer une fois d'arrêter d'uriner puis de recommencer, c'est ce muscle-là. Ou quand l'homme est en érection, s'il veut faire bouger son pénis, c'est ce muscle-là qu'il utilise pour le faire bouger. Donc, de contracter puis relâcher ce muscle-là, on peut le faire lentement, fort, ou on peut le faire un peu plus vite, un peu plus léger. C'est important de se détendre aussi, de ne pas juste contracter, mais de détendre aussi. Puis on peut le faire en conduisant l'auto, on peut le faire de plein de façons. Ça peut aider à retarder l'éjaculation pour ceux qui sont précoces, éventuellement, puis à diffuser les sensations dans le corps, plus un peu partout dans le tronc. C'est bon. Oui. Ben c'est ça. Moi, je dirais, achetez-vous un bon bouquin qui parle de tantra, là, un ou deux, là, puis plongez là-dedans. Il y a plein d'exercices disponibles qu'on peut faire qui ne sont pas si compliqués et ésotériques que ça parce que, justement, c'est organique. Ça passe par le corps, ça passe par la chair. Nous, une des choses qu'on fait, mon amoureux et moi, c'est beaucoup de corps à corps, beaucoup de toucher non génital. Pourquoi? Ça fait deux choses. Ça calme le système nerveux et ça permet d'éveiller toutes les cellules, tous les récepteurs et ça ouvre au plaisir. Donc, c'est super important. Pour moi, en tout cas, maintenant, je ne m'en passerai plus de cette abondance de toucher-là. Ce n'est pas juste du foreplay, c'est vraiment une célébration de l'autre dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'elle est, d'adorer le corps de l'autre, de glorifier son corps, d'apprécier que l'autre nous laisse accès à son intimité. C'est vraiment précieux. Par rapport... Ah oui, j'ai amené mon clitoris aussi, je l'ai mis.
J'avais mon petit Amener ton petit touriste avec toi, Ben Marie. oui! C'est bon, ça. Ah, il est là! Laisse-le pas à la maison. Amène-le tout. Clio, mon clito. En dessus, il est plus grand que la vraie affaire, mais c'est pour ceux et celles qui ne l'ont peut-être jamais vu encore en 3D, ça ressemble à ça à peu près. Rapidement, là, on a tous les mêmes tissus à l'intérieur de nous, mais pas organisés de la même façon, qu'on soit né mâle ou femelle. Donc ça, c'est des corps caverneux, OK? On a les piliers puis les bulbes. Puis chez un homme, ils sont comme collés ensemble, ça forme le corps du pénis. Mais chez nous, c'est à l'interne. C'est à l'interne, puis ça, les bulbes ici, ils entourent l'entrée du vagin. Fait que les femmes sont toutes clitoridiennes, en fait, soit externes ou internes. Parce que quand on met quelque chose à l'intérieur de nous puis qu'on le bouge, ben, on est stimulé à l'interne. Mais c'est quand même, ça fait partie du clitoris et ça mesure à peu près 10 cm, 12 cm, tout ça. Fait que le petit bout qui dépasse, c'est ce qu'on voit, qui est encapuchonné, qu'on peut caresser comme une petite bille, plus ou moins grosse. C'est ce qui est coupé quand malheureusement les femmes sont excisées. Mais maintenant, on peut les guérir, on peut aller rechercher le clitoris interne et le ressortir. C'est quand même une chirurgie qui est assez simple à faire. Donc, c'est ma petite parenthèse, juste pour dire que pour être pleinement engorgée, pour être pleinement gonflée, une femme, ça prend 20 à 45 minutes. Fait que juste pour que vous sachiez, parce qu'on ne le sait pas, personne ne nous l'a jamais dit. Fait que oui, je peux, après 5 minutes de préliminaire, me laisser pénétrer, par exemple. Mais je ne serai pas optimalement ouverte et le vagin n'aura pas eu le temps de s'allonger, l'utérus n'aura pas eu le temps de basculer, je n'aurai pas assez lubrifié, ce qui fait qu'il y a 30 % de femmes qui ont des douleurs à la pénétration vaginale, ce qui est vraiment beaucoup, beaucoup trop. Mais c'est causé en général juste par le manque de temps de préparation. Puis il n'y a pas de honte d'avoir besoin de temps. Puis il n'y a pas de honte à jouir vite non plus. Pour celles qui jouissent très vite, c'est parfait. Mais en général, une femme a besoin quand même de temps avant d'être pleinement engorgée. Puis la vulve, elle s'ouvre comme une mangue, hein? Elle vient gonfler, puis elle devient en 3D. C'est magnifique. Fait que si vous n'avez jamais constaté ça de visu, prenez un miroir de grâce la prochaine fois que vous êtes excité, puis allez voir ça. C'est super beau. Génial. Nice. Ben, écoute, pour la dernière petite portion, genre encore quelques... Oui, c'est ça va vite. Ben, une question que j'avais envie de te poser, c'est par rapport au couple. Parce que la sexualité, bon, fait partie du couple. Puis, ça serait quoi pour toi, ça, les clés pour un couple qui dure? Ben, je pense que c'est de reconnaître l'importance de s'investir dans l'intimité. Pour avoir une sexualité de qualité puis être satisfait tous les deux, on ne peut pas laisser ça au hasard. C'est un peu trop optimiste, là. C'est pas on trouve les deux bons morceaux de casse-tête puis ça s'emboîte à la perfection puis c'est fini, il n'y a plus de travail à faire. C'est un peu la vision Hollywood de l'amour et de la sexualité. Fait que c'est de prendre du temps de qualité pour ça puis de tous les deux s'investir dans ça. Puis après, ben justement, on peut faire des ateliers de tantra, on peut veiller à la beauté de la relation en créant notamment une bulle quand on se rencontre. Moi, je le fais à chaque fois que je fais l'amour avec mon chum. Ben, je dirais 98% du temps. On ouvre l'espace tantrique de façon officielle. On se le dit. On rentre dans notre espace tantrique, on ferme la porte, on ne répond plus au téléphone. C'est rendu sacré. C'est un temple time. Donc, de se créer des petits temps comme ça, vraiment précieux pour prendre soin de notre amour. Et ça ne veut pas dire qu'on va avoir une sexualité génitale quand on est dans notre temps de temple. Ça veut juste dire qu'on est dans notre bulle. On nomme chacun nos besoins, nos limites, nos émotions du moment. Puis à partir de là, on se crée un lieu qui est beau, on met de la musique, puis on embarque là-dedans, on embarque un peu dans un voyage d'intimité. Donc, moi, je dirais pour un couple qui dure, il faut vraiment se renouveler parce que c'est certain qu'il va y avoir des passages à vide, il va y avoir des passages avec moins de désir, c'est sûr. Il faut comme avoir la patience de passer au travers, puis la curiosité de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord de cette panne-là ou de ce désert-là. Parce qu'il y a des saisons dans la vie d'un couple, quand c'est l'hiver, on a le goût de s'en aller. Mais il faut comme toffer jusqu'au prochain printemps. Une des façons de veiller à ça, c'est de trouver des nouvelles façons de s'approcher. Tu sais, par exemple... je peux le partager parce que mon amoureux, il en parle dans les ateliers ouvertement. Il a été avec sa femme presque 50 ans, puis il était très amoureux. Puis des bouts, là, il ne savait plus trop comment faire l'amour. Il était comme un peu blasé. Fait que là, il réinventait des affaires. Il se faisait juste des massages du sexe, mettons, avec les mains. C'était un massage. Ou il se masturbait face à face. Ou il dansait, puis il se déguisait, puis il se faisait des striptease. Fait qu'il faut comme remettre un peu du jeu. Puis je pense qu'il faut retrouver l'esprit du débutant parce que les techniques sont importantes, elles vont nous aider.
Les rituels tantriques sont importants, mais le plus important, c'est la non-technique. C'est le willingness d'être présent avec l'autre en totalité. Que tout de moi rencontre tout de toi dans toutes nos dimensions. Autant affective qu'érotique, sexuelle, coquine, spirituelle, que tout soit permis et que tout soit inclus. Moi c'est ça que j'aime le plus dans le tantra. Toutes les facettes de moi sont là. Autant le côté wild puis tigresse que le côté doux, éthéré, vraiment subtil. Parce que j'aime tout ça, parce que je suis tout ça. Fait que de rien laisser dans le garde-robe, mais d'amener tout ça avec moi dans ma sexualité. Merci beaucoup. Wow. J'ai de me dépêcher, là. Tellement riche, non, tellement bon. Merci, super. On boit tes paroles, j'ai l'impression. Juste un petit homme de la communauté qui est avec la caméra, ça rend bien quand même l'information. Non, tu as vraiment une capacité, comme j'ai dit en introduction, pour moi, de dire les choses tellement concrètement, d'une certaine façon, même si c'est difficile des fois à donner. Puis je trouve que tu donnes aussi du tien, tu sais, de ton expérience. Donc, merci pour tous les exemples que tu nous as donnés, exemples concrets. Puis je suis sûre que dans les questions du public, donc on va ouvrir bientôt pour les questions. Je suis sûre que n'hésite pas à donner des trucs concrets ou des choses de tranches de vie si tu as envie. C'est toujours inspirant. Ouais. Ben, écoute, là, on serait rendu à l'étape de faire une petite pause artistique. À moi est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais ajouter pour compléter cette première partie-là, Marika? Juste vous dire d'y aller et de ne pas avoir peur parce que c'est vrai que des fois, on pogne des petites bosses. Tu sais, quand on va dans Eros, on va dans Thanatos. On va voir nos blessures en cours de route. Mais la récompense est au centuple, vraiment, des efforts que ça demande. La magie à l'autre bout est incroyable. Ça vaut la joie de faire des petits efforts des fois pour cultiver ça. Yes, merci. Alors, pour la pause artistique, l'idée, en fait, c'est qu'on prend toute l'information qu'on vient de recevoir avec nos têtes, donc qui viennent de rentrer dans notre esprit. Et là, l'idée, c'est de un peu rentrer ça dans le corps, donc de rentrer ça cellulairement. Puis pour ça, on a une personne très chère à notre cœur qui s'appelle Amélie Dubuc, qui est une professeure de yoga et aussi qui enseigne la respiration, le breathwork, pour ceux qui sont un peu familiers avec ça. On a parlé que dans le tantra, la respiration est une clé. Et donc, Amélie a accepté de venir nous faire vivre en très short, en 5 minutes, une expérience de breathwork. Donc, Amélie, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Allô? Allô? C'est vraiment un honneur, je suis super contente d'être là. Puis, comme Marika parlait, l'importance du souffle dans le tantra, puis c'est vraiment, ça revient au même de tout est bienvenu. Donc, on va faire une petite mini-expérience. Puis en fait, pourquoi le souffle? C'est que du moment qu'on est jusqu'au moment qu'on meurt, c'est la seule chose qui est avec nous puis qui reste le souffle. C'est notre plus grande liberté, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, de dire oui. C'est l'opportunité de dire oui à la vie à chaque inspire, de s'abandonner, de faire confiance à chaque expire. Donc, c'est sûr que là, on a une mini période. Je suis avec mon ami Carlos qui va m'accompagner à la harpe pour nous inciter à respirer. Puis, on va... Donc, je vous suggère, c'est possible de le faire en posture assise, mais si vous voulez, on peut le faire aussi. Oups. Je pense qu'on a un petit glitch. On va laisser un... Ah, pardon. Si vous avez l'espace, puis si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez commencer à vous détendre, coucher sur le dos. Sinon, on peut le faire en posture assise. On va simplement commencer par fermer les yeux. On va plonger directement, puis je vais vous guider à travers ça. Donc, on peut commencer à fermer les yeux, puis simplement commencer à ouvrir la bouche parce qu'on va respirer par la bouche, ce qui va nous permettre d'avoir un plus grand accès d'oxygène. On va venir simplement inspirer et expirer par la bouche. Prenez le temps, alors qu'on commence doucement à inspirer, à expirer, d'observer qu'est-ce qui est vivant, où est-ce que le souffle va facilement, où est-ce que le souffle est peut-être un peu plus restreint. Et on va commencer à connecter l'inspire et l'expire pour venir connecter la dualité, connecter le masculin et le féminin, connecter le jour, la nuit. Donc, simplement commencer à créer ce vortex-là d'énergie, d'inspire, d'expire qui se connecte. Ce que ça fait, c'est que ça vient créer une vague, ça vient créer
un vortex d'énergie qui vient débloquer, qui vient inviter la vie dans chaque cellule du corps. Puis on va commencer à donner un peu plus de vitalité à l'inspire et détendre toujours à l'expire. Puis on peut commencer à augmenter un petit peu plus le rythme de l'inspire et de l'expire, mais toujours en restant dans la douceur, en se souvenant que le souffle vient nous masser de l'intérieur. Augmenter un petit peu plus le rythme pour donner un peu plus de jus à l'expérience sans rendre le tout agressif. Rien à faire, rien à travailler, simplement se permettre de recevoir la vie à l'inspire. Et à l'expire, lâcher prise. Peut-être commencer à sentir le souffle qui descend au niveau de l'utérus, au niveau du plancher pelvien. Puis le souffle qui monte au niveau de la région sacrale. Au niveau du nombril, permettez à votre ventre de respirer. Donnez-lui la permission de recevoir la vie. Et on continue notre vague de l'inspire, de l'expire, constamment connecté. En permettant au plexus, à notre centre de pouvoir personnel de respirer. Permettant à la cage thoracique de s'expandre à chaque inspire, de revenir au centre, à notre cœur à chaque expire. Tout est bienvenu. Restez avec la plénitude de l'inspire, de l'expire. Sans perdre la connexion du souffle jusqu'au plancher pelvien, on peut commencer à sentir la région de la gorge qui respire. Laissez votre liberté d'expression respirer. Et on peut sentir le souffle qui se rend jusqu'au troisième œil. Laissant aller tout ce qui ne sert plus, toutes les pensées, permettant de la nouvelle énergie, du nouveau prana à chaque inspire, de remplir le cerveau, de remplir le mental. Et permettez au souffle du bas jusque de nos racines de monter jusqu'au-dessus de la tête, un peu comme si on avait une couronne sur la tête. Permettez-vous cette expansion-là. On peut commencer à calmer doucement le rythme de nos inspires, de nos expires. Toujours en connectant l'inspire, l'expire, on va fermer la bouche puis on va continuer notre expérience de respiration connectée avec le nez. Et on vient vraiment ralentir l'expérience du tout. On vient se permettre 3 grandes respirations profondes. Sentons que le souffle est venu connecter chaque cellule du corps, chaque centre énergétique. Doucement, on peut revenir ensemble, toujours en restant connecté au souffle. Comment est-ce qu'on peut rester connecté à cette relation intime-là qu'on a avec l'intérieur de soi, même quand on ouvre les yeux? Donc, 5 minutes, c'est très court pour goûter la plénitude de l'expérience. Mais j'espère que ça vous a aidé à revenir dans le moment présent, de revenir à cette connexion-là à la vie. Merci pour l'invitation. Merci, Amélie. Plaisir. Oh. Merci aux musiciens aussi. Muchas gracias. Merci à la harpe. On en aurait pris une soirée de temps. En tout cas, j'en aurais pris. Demain soir. C'est bon. Oui, demain soir, Amélie, ceux qui ont aimé goûter à ce petit 5 minutes-là, demain soir, Amélie, veux-tu dire un petit mot sur l'expérience de demain?
Ben, en fait, demain soir, on va plonger complètement. Donc, on va réchauffer notre corps et on va plonger dans une expérience de breathwave de 1 heure avec un début, un milieu, une fin. Je vous guide. C'est vraiment avec l'énergie de la pleine lune, c'est super puissant. Donc, on va vraiment prendre ce temps-là pour s'harmoniser puis venir connecter au souffle puis relâcher ce qui nous sert. Donc, Super, si ça on vous va intéresse, mettre... vous avoir le lien. C'est ça, on va mettre le lien dans le chat pour ceux que ça intéresse de comme dive in. C'est aussi par Zoom, donc... Wow, ben en tout cas, moi, ce que ça me fait, c'est, même si 5 minutes, c'est court, c'est fou l'espace dans lequel ça nous apporte, même si c'est juste 5 minutes. Donc, je me dis, OK, il y a vraiment une puissance dans cet outil-là. Si en 5 minutes, ça permet de shifter d'un état d'esprit à un autre. Wow, merci encore, Amé. Plaisir. Donc, on va être rendu au moment des questions du public.